Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de vie antérieure de Nathalie. Je vous laisse découvrir, on se retrouve tout de suite après. Alors, je vais dire bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Nous sommes aujourd'hui en audio avec Nathalie pour sa lecture de vie antérieure. Alors, je vais commencer tout de suite à entamer cette lecture. La première chose qu'on m'a donnée, Nathalie, c'est la date. Nous sommes en 1940. Vous êtes un homme, un jeune homme, et on m'indique que, en fait, tout va tourner autour de la boxe. Vous êtes un boxeur. Alors, on va vraiment déplier votre vie, on va aller dans votre enfance, etc. Et puis après, vous allez voir pourquoi la boxe arrive dans ce scénario, en fait. Alors donc, on me dit qu'on est en 1940. Donc, vous êtes un jeune, on m'indique que vous êtes franco-italien. Et on me donne même votre origine, c'est Venise. Vous habitez la région de Lyon. On me donne votre prénom. Alors, c'est pas forcément votre prénom, c'est votre surnom. On vous surnomme, alors j'ai l'impression que c'est comme votre prénom, tellement, voilà, l'habitude est faite comme ça. C'est-à-dire qu'on vous a donné ce surnom et tout le monde vous nomme de cette façon-là. C'est Nino. Alors, Nino. Ah oui. Donc je ne sais pas quel est le prénom associé à Nino, mais voilà, en fait on vous nomme Nino, donc c'est vraiment une empreinte énergétique. On m'indique que vous avez une enfance chaotique. Votre père est alcoolique et votre père bat votre mère. D'accord ? Vous êtes dans un milieu forcément défavorisé. Alors, 1940, on est en pleine guerre, de plus, d'accord ? Donc déjà, le milieu social n'est pas très favorable, mais en plus de ça, on est en temps de guerre. Alors, on m'indique que pour vous et pour votre maman, enfin pour tout le monde, mais là je me concentre sur vous, c'est une époque très perturbée et effrayante, puisque, je le répète, on est en période de guerre. On m'indique qu'en 1940, vous avez 16 ans. Donc, 16 ans ? Ouais, donc vous êtes vraiment un tout jeune homme, en fait. Alors, on m'indique que vous ne supportez plus les coups de votre père. Alors, il ne s'en prend pas à vous, il s'en prend essentiellement à votre mère. Et vous êtes fils unique, donc il n'y a que vous, en fait. D'accord ? Et vous ne supportez tellement pas que ça vous met en rage. Vous vivez dans la peur permanente et la peur que, en fait, votre père tape votre mère. En fait, vous êtes même aux aguets de savoir quand est-ce que ça va se passer, quoi. On m'indique que dans la journée, votre père s'absente. Donc, vous avez un petit moment de répit, vous et votre mère. Il dit qu'il va travailler, mais en fait, vous savez très bien avec votre maman qu'il n'en est rien, forcément. On me le montre en train de jouer aux cartes et de boire. Alors, il y a une espèce de... Vous habitez... c'est rural, là où vous habitez. C'est pas la ville, mais c'est pas le tout petit village non plus. Vous voyez, c'est un espèce d'entre-deux. Donc, il y a une espèce de, comment on va dire, de café, on va dire ça comme ça, où les gens se réunissent et ils passent ces journées là-bas, en fait. On m'indique que votre père fuit la réalité et ses responsabilités. Alors là, on m'explique un petit peu le tracé de votre père. En fait, on m'indique qu'il a été élevé par un père brutal et un père qui a fait la guerre de 14-18. Donc, votre propre père a vu le sien rentrer de la guerre complètement changé. En fait, il a vu un père partir et un autre revenir.
Et en fait, il a subi les coups de son propre père. Là, on m'indique que vous habitez dans une petite maison. Et on m'indique aussi que votre maman est une femme complètement soumise. On me dit qu'elle est d'origine italienne. Elle parle très très mal le français. Elle n'a pas réussi, si vous voulez, elle n'a pas été aidée à s'intégrer. D'accord ? Vous êtes très très attaché à votre maman. Et à chaque fois que vous voyez votre père la frapper, vous vous dites qu'il faut trouver vraiment le moyen d'arrêter. Pour vous, c'est comme s'il la massacrait, hein, vraiment. Alors elle, de son côté, votre maman, elle encaisse les coups sans rien dire parce qu'elle veut vous protéger. Parce qu'elle a dans l'idée que si elle se rebiffe, eh bien, votre père va s'en prendre à vous parce qu'il connaît le lien très fort qui vous unit. J'ai comme l'impression, on m'a fait ressentir, on ne me l'a pas confirmé pendant la lecture, donc je dois être tout à fait honnête avec vous, mais j'ai le très fort ressenti que votre père doute du fait que vous soyez son fils. Vous voyez ? Il y a une espèce de doute chez lui qui est installé. Et en fait, c'est comme s'il n'avait pas avalé la pilule, quoi, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est pas passé, quoi. Il a ce doute qui perdure. Alors, à chaque fois, donc ça je vous l'ai dit. Donc là, à partir de ce moment-là, donc là, on revient quand vous avez 16 ans. Parce que ça date pas d'hier, hein, le fait que vous soyez spectateur de ces scènes. Hein, c'est depuis votre tendre enfance, ça fait longtemps qu'il bat votre mère. Donc quand vous avez 16 ans, là on revient au début de la lecture, vous allez vous mettre à chercher un moyen de sortir de ce cauchemar. Donc vous cherchez un moyen aussi à subvenir à vos besoins, puisque votre père ne ramène pas suffisamment d'argent pour vous nourrir, vous permettre d'avoir un petit peu de confort. Donc dans un premier temps, vous allez penser à faire du braconnage. Donc vous ramenez des lapins, ou vous faites des petits boulots, vous cherchez des petits boulots pour échanger un peu de pain, un peu de légumes contre, des denrées, je ne sais pas vraiment si c'est des légumes, mais vous voyez, des petites choses à manger en fait, en contrepartie de petits travaux. Mais on m'explique que comme c'est la guerre, en fait, personne ne cherche de bras. Hein, on peut pas se permettre. Donc du coup, ça vous convient plus. Donc vous cherchez une autre façon de vous débrouiller. Et là commence quelque chose qui va être un petit peu fatal pour vous, c'est-à-dire que la rage va commencer à monter en vous, la colère. Et vous avez vraiment envie de vous en sortir et vous pensez que foncièrement que vivoter c'est pas votre truc, quoi. Donc par le biais d'une connaissance, vous allez rencontrer un homme qui fait de la boxe, mais de la boxe à poings nus. Hein, vous battez pas avec les gants, il n'y a pas de ring, c'est comme des combats de rue vraiment, mais qui sont organisés, vous voyez. Alors dans un premier temps, vous assistez à quelques combats et vous êtes complètement emballé. Alors je vous ai pas dit, mais vous êtes quand même assez athlétique, d'accord, dans votre niveau, au niveau du corps et de votre constitution, vous êtes assez fort, vous êtes assez grand, costaud. Je vous vois assez élancé en fait, et vous êtes un beau jeune homme plein de force en fait. Donc du coup, vous vous dites que c'est peut-être fait pour vous. Alors, dans un premier temps, vous allez cacher à votre mère que vous commencez à combattre pour ne pas lui faire peur. Et cette idée vous plaît parce que vous allez pouvoir contrer l'idée de boxer, hein, j'entends, vous plaît parce que vous allez pouvoir contrer votre père quand il va battre votre mère. Ça, c'est une de vos motivations principales, au-delà de gagner de l'argent. Vous vous entraînez comme un acharné et votre mère commence à se demander pourquoi
on m'a fait voir vos poings qui étaient forcément abîmés et vos yeux qui étaient noircis parce que vous prenez des coups. Donc vous avez des cocards, des lèvres enflées, enfin bon, voilà, vous voyez un petit peu le décor, quoi. Hein. Mais alors, c'est comme si c'était comme un... Comment vous dire, ça s'installe comme ça insidieusement. C'est-à-dire que vous allez commencer à lui raconter des histoires, des mensonges. Elle sait que vous lui mentez. Vous savez qu'elle a compris que vous lui mentez, mais personne ne se dit rien. Donc il y a une espèce de non-dit, hein, on va dire ça comme ça, qui va s'installer entre vous deux. Et un espèce de j'ai envie de dire, elle vous laisse un laisser-passer, quoi. Vous voyez ? Elle vous titille pas. Et vous installez donc le silence comme ça, c'est-à-dire que vous n'en parlez plus. Elle vous laisse faire. Elle vous laisse faire dans le sens où elle a confiance en vous. Elle se dit que vous ne faites pas n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre père est tellement ivre souvent et complètement déconnecté qu'il, lui, ça lui passe au-dessus de la tête. Il se rend compte absolument de rien. De toute façon, il s'intéresse à rien d'autre que lui. Donc du coup, vous n'avez pas de souci à ce niveau-là. Hein. Donc vous commencez à faire quelques combats et forcément, vous remportez la victoire très très souvent haut la main. Donc vous vous installez dans l'idée que c'est vraiment fait pour vous. Vous habitez donc, j'en reviens à ça, hein, la campagne, loin de la grande ville. Et l'homme qui s'occupe de vous vous annonce que vous allez partir combattre à la ville. Vraiment, alors là, pour le coup, vu votre succès, l'homme qui s'occupe de vous, forcément, il prend une part, hein, sur ce que vous gagnez. Et donc lui, il est partant pour vous faire progresser comme ça et vous faire voir autre chose. Donc, arrivé à la ville, donc vous partez, hein, vous laissez votre mère. Ok. Et vous commencez à combattre donc avec des gants, là, cette fois-ci. On vous met des gants, parce qu'à la ville, c'est pas tout à fait pareil. Et là, vous devenez assoiffé de victoires. Vous collectionnez les victoires. Et vous devenez très ambitieux et très déterminé. Alors, j'ai pas envie de dire que ça vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe, hein, parce que vous étiez quand même déterminé au départ, mais ça ne fait que se renforcer, hein, ça grandit d'expérience en expérience, cette sensation grandit en vous, ce sentiment. Donc vous êtes parti à la ville pensant pouvoir avoir les combats, ramener assez d'argent pour emmener votre mère loin de votre père, en fait. C'est ça qui vous motive. Alors quand vous partez, forcément, là on me fait voir une scène qui n'est pas très très joyeuse. Elle pleure toutes les larmes de son corps, mais en fait vous savez qu'il est important pour vous de partir pour pouvoir la sauver. Donc vous partez. Votre père ne comprend pas. Et en fait, quand vous partez, lui, il va n'avoir de cesse que de vous insulter. En fait, toute sa... Comment on pourrait dire, toute sa hargne, toute la rancœur qu'il a emmagasinée, votre père, il vous la jette au visage quand vous partez, en fait. Hein. Il vous traite de lâche, d'ingrat, etc. Et au lieu de vous faire pleurer, ça ne vous fait pas pleurer du tout, ça vous donne encore plus la rage. Alors, on saute donc cet épisode où là, vous êtes à la ville, voilà, vous revenez en fait. Quand vous revenez, après quelques mois quand même, hein, eh bien, vous êtes, on m'a dit victorieux, donc ça, vous êtes très fiers de ça. Et vous avez quand même pas mal d'argent pour subvenir aux besoins de votre mère. Donc vous êtes tout content de revenir. Et quand vous revenez, vous trouvez votre mère en extrême difficulté. Elle est complètement défigurée. Elle a la main, alors on m'a fait voir, elle a la main complètement fracturée. Elle a la main énorme. Enfin bon, elle boite. Enfin, elle est dans un état pitoyable. Et pour pas vous heurter, en fait, elle vous explique qu'elle est tombée.
hein. Bon, elle donne 3-4 explications comme ça qui ne tiennent pas debout. Vous n'y croyez absolument pas. Donc forcément, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans une colère noire. Et c'est là où les choses vont vraiment, vraiment se gâter. Et on arrive dans la dernière partie de la lecture. Vous allez chercher votre père partout. Bon, alors vous allez vite le trouver parce que c'est pas grand, hein. Et quand vous le trouvez, vous allez lui, littéralement, hein, j'ai vu la scène, vous vous jetez sur lui. Et là, en fait, on m'a fait voir que en une fraction de seconde, votre père vous a vu arriver. Et à la seconde où il a croisé votre regard, votre père, il a compris ce qui allait lui arriver. Si vous voulez, je vois l'échange de regards qui fait que votre père, il a complètement saisi que là, ça allait être grave, quoi. Donc, vous créez forcément l'attroupement, hein, les gens crient, certains pour vous empêcher, mais la majorité vous encourage. Voilà, vous connaissez la nature humaine, hein. Et en fait, vous êtes complètement pris de ce qu'on pourrait appeler de folie, en fait, hein. Vous ne vous contrôlez plus, vous n'avez plus aucun contrôle. Et lorsque vous arrivez à redescendre un petit peu de tout ça, votre père, il est allongé à terre, il est inerte, et vous rendez compte qu'il est sans vie. Donc là, vous prenez conscience que vous venez de tuer votre père. Et à ce moment-là, on me montre comment vous vous sentez, en fait, ce que vous ressentez. Vous êtes rempli de sentiments complètement contradictoires. Il y a à la fois la haine que vous éprouvez pour ce père qui n'a eu de cesse de vous faire du mal et de faire du mal à votre mère, et l'effroi d'être parricide. Donc forcément, votre mère est au courant, et votre mère... Là, ça va être vraiment très dur pour vous parce qu'elle ne vous pardonnera pas ce geste. Donc, vous allez vous sentir trahi par votre mère. Vous allez être emprisonné. Voilà, condamné. Et vous n'aurez pas l'occasion de faire votre peine parce que là, on arrive à la finalité. Et vous allez vous suicider. Est-ce que vous souhaitez savoir la façon dont vous vous donnez la mort ? Oh oui, oui. Oui. Alors, ce sera par pendaison dans votre cellule seule. Vous arrivez vraiment à vous donner la mort pendant que vous êtes incarcéré, en fait. Mais vous n'avez pas été condamné encore. Donc, vous faites très peu de prison, mais vraiment, ce qui vous casse en deux, vraiment, ce qui vous retombez bas, c'est la trahison de votre mère, en fait. Enfin, la trahison. Ce que vous prenez pour une trahison, voilà. Sans émettre de jugement personnel. D'accord ? Ok, oui. Voilà, Nathalie. Je vais arrêter l'enregistrement et puis nous allons continuer à discuter ensemble. Ok. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.